Imaginez un instant, si votre propre corps se mettait à vous attaquer à chaque repas. C'est un peu le quotidien des personnes qui vivent avec la maladie cœliaque. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, on va voir comment ça marche à l'intérieur, la réaction immunitaire, mais aussi et surtout, on va parler des astuces très concrètes pour gérer ça au jour le jour. Et cette idée, pour environ 1% de la population, ce n'est pas de la science-fiction, c'est leur réalité. C'est exactement ce qui se passe dans une maladie auto-immune, et aujourd'hui on parle de l'une d'entre elles, la maladie cœliaque. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir ce qu'est la maladie cœliaque. Ensuite, on parlera des signaux d'alerte. Puis, le traitement, le fameux zéro gluten. On enchaînera sur comment lire les étiquettes, comment organiser sa cuisine, et enfin, comment bien vivre avec tout ça. Allez, on commence par la base. Section 1, qu'est-ce que la maladie cœliaque? On va voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Concrètement, quand une personne cœliaque mange du gluten, que se passe-t-il? Alors attention, c'est super important de bien comprendre. Ce n'est pas une simple intolérance, et ce n'est pas non plus une allergie. Non, là, on parle d'une vraie réaction auto-immune. C'est-à-dire que le système immunitaire qui est censé nous défendre, il se trompe de cible et il s'attaque à la paroi de l'intestin. Et voilà comment ça se passe, cette réaction. C'est une sorte de réaction en chaîne. Tout commence avec l'ingestion de gluten. La protéine, la gliadine, elle passe la barrière de l'intestin. Là, le système immunitaire sonne l'alarme. Il la voit comme une ennemie. Et au lieu d'attaquer juste la gliadine, il s'en prend aux villosités de l'intestin, ces petits replis qui nous servent à absorber la nourriture. Résultat, ces villosités sont détruites et les nutriments, ils ne sont plus absorbés correctement. C'est vraiment cette cascade qui est au cœur de tout le problème. Pour visualiser, c'est assez frappant. Imaginez l'intestin sain, il est tapissé d'une sorte de moquette à poils longs, les fameuses villosités. Ça maximise la surface pour capter tous les nutriments. Maintenant, chez une personne cœliaque qui mange du gluten, cette moquette devient complètement plate, lisse. Les villosités sont atrophiées. Forcément, la surface d'absorption est réduite à néant, ou presque. Et c'est ça, cette malabsorption, qui va provoquer toute une cascade de symptômes. Justement, ces symptômes. Parce que ces dégâts à l'intérieur, bien sûr, ils ne passent pas inaperçus. Le corps envoie des signaux d'alerte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent être très différents selon qu'on est un enfant ou un adulte. Chez l'enfant, par exemple, le signe qui doit vraiment alerter, c'est une cassure nette dans la courbe de croissance. On peut aussi voir des diarrhées, un ventre ballonné, une certaine apathie. Chez l'adulte, c'est souvent plus insidieux. Ça peut être une fatigue chronique qui ne part jamais, une anémie qui résiste au traitement, des os qui deviennent fragiles ou même des problèmes de peau. Tout ça, c'est la conséquence directe du fait que le corps est en carence, il n'arrive tout simplement plus à se nourrir correctement. Et là, il y a un point qui est absolument crucial à comprendre. Même si on n'a pas mal au ventre, même s'il n'y a pas de symptômes évidents, les dégâts, eux, continuent. L'attaque du système immunitaire se poursuit en silence tant qu'il y a du gluten. C'est un ennemi silencieux. Alors face à ça, quel est le traitement? Il n'y en a qu'un seul. Il est radical, mais il est incroyablement efficace. C'est l'éviction totale et à vie du gluten. On parle du régime sans SAVO. Le régime SABO. SABO, c'est un acronyme bien pratique pour se souvenir des céréales à bannir. S pour seigle, A pour avoine, avec une petite nuance pour l'avoine, on y reviendra, B pour blé bien sûr, et toutes ces variantes comme l'épeautre ou le camut, et O pour orge. Il faut vraiment insister là-dessus, ce n'est pas un choix de vie ou un régime tendance, c'est un traitement médical. Le but, c'est de supprimer la cause du problème. Bon, alors oui, concrètement, ça veut dire qu'il faut dire au revoir au pain classique, aux pâtes, aux pâtisseries, à la bière. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça force à redécouvrir tout un monde d'aliments qui sont, eux, naturellement sans gluten. Le riz, le maïs, le quinoa, les pommes de terre, les légumineuses, toutes les viandes, les poissons, les fruits, les légumes. En fait, la base d'une alimentation saine est parfaitement compatible. Ok, donc on a éliminé les sources évidentes. Mais le gluten est malin, il se cache partout. La deuxième étape, c'est donc de devenir une sorte de détective et d'apprendre à lire les étiquettes. Et pour ça, heureusement, on a un allié. La loi. La réglementation européenne, le règlement INCO, oblige les industriels à mettre en évidence les allergènes majeurs. Du coup, quand on lit une liste d'ingrédients, il faut chercher ce qui est écrit en gras, en italique ou souligné. Le blé, l'orge, le seigle, ils doivent sauter aux yeux. Ensuite, il y a les labels. Il y en a deux principaux à connaître. Le premier, le plus important, c'est le logo sans gluten, souvent un épi de blé barré. Ça, c'est le Graal, c'est la garantie de sécurité. Ça veut dire qu'il y a moins de 20 mg de gluten par kilo. Et puis il y a un autre label, très faible teneur en gluten. Attention, celui-là, il faut s'en méfier. Il contient encore un peu de gluten et pour une personne cœliaque, il vaut mieux l'éviter. Ce fameux seuil de 20 mg par kilo, pour qu'on se rende compte de ce que ça représente, c'est infime. C'est comme une toute petite partie d'une miette de pain dans un kilo de produit. Ça montre bien à quel point la moindre trace peut être problématique et pourquoi le régime doit être aussi strict.
Et enfin, il y a les mentions d'avertissement. Vous savez, les petites phrases du type « peut contenir des traces de gluten » ou « fabriqué dans un atelier qui utilise du blé ». Alors là, c'est simple, on repose le produit. C'est le fabricant lui-même qui nous dit qu'il y a un risque. On ne prend pas ce risque, c'est le principe de la contamination croisée. Voilà, donc on a appris à faire ses courses. Mais le combat ne s'arrête pas à la porte du supermarché. Maintenant, il faut gérer la cuisine et notamment éviter cette fameuse contamination croisée à la maison. Pour ça, il y a quelques règles d'or à mettre en place. Premièrement, on dédie des ustensiles. Une planche à découper pour le sans gluten, une autre pour le reste. Pareil pour le grille-pain, c'est un nid à miettes, donc soit on en a un dédié, soit on utilise des sachets de cuisson. Deuxièmement, on nettoie les surfaces impeccablement avant de cuisiner sans gluten. La moindre miette est un ennemi. Troisièmement, on cuisine le plat sans gluten en premier. Comme ça, l'eau des pâtes ou l'huile de friture n'est pas contaminée. Et enfin, quatrièmement, on sépare le stockage. Les produits sans gluten en haut dans le placard, loin des farines qui peuvent voler, et dans des boîtes bien fermées. Bon, je sais, tout ça peut paraître un peu lourd, un peu contraignant, mais la récompense, elle, est immense. Et surtout, c'est un chemin sur lequel on n'est pas obligé d'être seul. On va voir comment bien vivre avec tout ça. Parce qu'au final, le résultat de toute cette vigilance, c'est quoi? C'est tout simplement la guérison. La paroi de l'intestin se répare, les villosités repoussent, les symptômes s'en vont, l'énergie revient, on corrige toutes les carences et on évite des complications bien plus graves à long terme, comme l'ostéoporose. Et pour y arriver, il y a du soutien. Il y a des associations de patients comme l'AFDIAG en France, il y a des aides financières pour les produits spécifiques, et bien sûr, il y a des diététiciens spécialisés qui peuvent accompagner. Alors, pour conclure, on peut se poser la question, ce régime sans gluten, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est une libération? C'est vrai, ça demande de la rigueur, de l'organisation. Mais en réalité, c'est le seul et unique moyen de reprendre le pouvoir sur sa propre santé. C'est transformer une obligation en une force, pour tout simplement aller mieux et vivre bien.